partenariat. Donc, on s'était dit, nous allons passer vraiment, comment dire, nous allons passer à des choses un peu plus concrètes au lieu de rester un peu plus dans les discours. Et l'autre aspect qui est important, c'est que dans le partenariat mondial, du côté du leadership politique, nous avons l'ONU-SIDA, nous avons ONU Femmes, nous avons le PNUD, nous avons GNP+, donc le groupe comment dire, les réseaux des personnes vivant avec le VIH à l'échelle mondiale. Et nous avons le Fonds mondial qui a rejoint dernièrement justement le partenariat mondial. Alors, il y a ce qu'on appelle les convocateurs. Donc, en anglais, on les appelle les co-conveners. Et là, nous avons justement les délégations des ONG, GNP+, le CCP, l'ONU-SIDA, le PNUD, ONU Femmes et le Fonds mondial. Et de l'autre côté, justement, nous avons aussi des groupes de travail technique. Et le groupe de travail technique, justement, se focalise sur le travail par rapport à des milieux. Nous avons en milieu de santé, et là, c'est l'OMS, et puis notre organisation. Nous avons un milieu de travail, là, c'est l'Organisation internationale du travail qui prend le lead. Nous avons un milieu de l'éducation, donc l'UNESCO, et dans les contextes humanitaires, là où nous avons le PAM et puis l'ICASO, et puis un milieu du secteur de la justice, là, c'est le PNUD qui joue le lead, et puis dans le secteur de la communication, là où nous avons ONU Femmes et puis d'autres organisations. Donc, comme je disais, excusez-moi 2 secondes. Vous m'entendez toujours, j'espère, hein? On vous entend. Ah, super. OK. Alors, il y a une carte que j'aurais bien voulu vous montrer pour montrer l'engagement dans le partenariat mondial. Il y a 33 pays à peu près, mais bon, je peux passer outre là. Comme vous avez la présentation, vous pourrez la consulter. Dans les 33 pays, au moins du côté de l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, nous avons l'Angola, le Botswana, le Kenya, le Lesotho, Mozambique, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Et en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, nous avons la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Gambie, la Guinée, le Libéria et le Sénégal. Donc, ça, c'est pour citer seulement les pays. Mais en dehors de ça, il y a d'autres pays, d'autres régions du monde qui font partie justement de ça. Et la marche à suivre, justement, pour adhérer à ce partenariat mondial, c'est qu'il y a une lettre d'invitation qui est envoyée au pays par les co-convocateurs, justement. Ensuite, il y a des consultations nationales avec la société civile pour identifier justement les domaines prioritaires de la stigmatisation et de la discrimination dominante dans chaque pays. Parce que chaque pays a aussi son contexte et ses réalités. C'est important que les organisations de la société civile puissent se réunir et puis proposer justement là où on peut se focaliser. Alors ensuite, il y a une mise en place d'un mécanisme multipartite pour guider la mise en œuvre du partenariat mondial. Et ça, ce sont justement des procédures qui ont été suivies, par exemple, en République centrafricaine et dans d'autres pays. Et puis, ensuite, il y a l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre et puis l'allocation des ressources nationales. Vous vous rappelez de la question que j'ai posée, qui est où, fait quoi, et tout ça, c'est très vital parce qu'on doit connaître les ressources nationales, on doit connaître telle organisation a financement pour travailler dans tel domaine et c'est important de venir autour d'une même table et pouvoir travailler. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le contrôle de la mise en œuvre et la génération des meilleures pratiques. Donc, vous voyez un peu, les idées restent les mêmes. On essaie vraiment de mettre les acteurs ensemble et de voir comment les ressources qui sont disponibles, comment travailler en synergie, mais aussi essayer de capter et vraiment de capter toutes les bonnes pratiques pour pouvoir les partager avec la communauté internationale de manière générale. Et les pays, quand les pays adhèrent justement, le pays s'engage de partenariat avec les organisations de la société civile, avec les personnes qui sont victimes justement de violations des droits de l'homme, avec les personnes qui sont laissées pour compte, avec les systèmes onusiens, avec les donateurs, afin d'identifier les lacunes des politiques et des programmes et concevoir et mettre en œuvre des interventions fondées sur probantes. Ça, c'est important. Se base sur les données que nous avons. Nous avons
Euh, Monsieur Oui, Tissa, Manick Diouf, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, on t'entend ici. oui. Et dans beaucoup de Allez-y, nos pays, monsieur Tissa. oui. Et dans beaucoup de nos pays, nous avons fait des index stigma, des études qui ont étudié un peu le niveau de stigmatisation. Nous avons des enquêtes IBBS et tout le reste qui montrent certaines pratiques et puis certaines stigmatisations, actes discriminatoires et stigmatisants qui posent problème justement à la riposte au VIH. Et aussi, essayer de suivre les progrès réalisés dans l'élimination, justement. Donc, c'est-à-dire que les pays s'engagent non seulement à travailler sur des données probantes, mais le pays essaie de suivre les données. Donc, vraiment, c'est une manière de concrétiser les discours, si je peux dire ça en quelques termes. Et comme ça s'appelle partenariat mondial, c'est-à-dire vraiment, c'est un partenariat, on regarde les synergies, on travaille ensemble. Mais ça ne se limite pas là. Le pays qui fait partie justement du partenariat s'engage aussi à évaluer l'état actuel de la stigmatisation et de la discrimination pour identifier et mettre en œuvre des programmes qui visent à éliminer ces obstacles-là au service. Très important. Ensuite, l'État s'engage à prendre des mesures, justement, non pas, l'État s'engage à concrétiser justement des programmes et en essayant de tenir compte des 6 contextes que j'avais cités là-bas. Donc, que ce soit humanitaire, milieu de l'éducation, milieu de la santé et tout le reste, et ainsi de suite. Mais par rapport à l'approche, comme c'était difficile, peut-être à cause de problèmes de ressources, il était important que chaque État qui entre dans le partenariat mondial essaie de choisir 3 contextes, donc c'est-à-dire 3 milieux dans lesquels il travaille dans un premier temps, avec l'intention justement d'agrandir justement ces milieux et puis d'ajouter d'autres. Ensuite, l'État lui-même s'engage à allouer des ressources pour soutenir la mise en œuvre, le suivi et le compte-rendu des interventions qui visent à éliminer justement la discrimination et la stigmatisation. Donc, l'État a sa part. C'est vrai qu'il y a les acteurs qui accompagnent, il y a les convocateurs, tout ça, mais l'État aussi devrait jouer sa part. Et ensuite, l'État s'engage à suivre et rendre des comptes sur le plan annuel. Voilà. Alors, parmi les méthodes justement de travail du partenariat mondial, il y a la maximisation des collaborations stratégiques. Hein, on a d'une part des pays qui sont soutenus par le PEPFAR, travaillent avec le CDC, le Fonds mondial et bien d'autres bailleurs, tout ça pour travailler. Aussi, le renforcement de la stigmatisation, de la discrimination qui existe. Vous vous rappelez encore la question que je me suis posée, que j'ai posée, j'ai dit, quand on arrive dans un pays, on demande qui fait quoi, c'est-à-dire qui existe déjà et qui fait déjà un travail. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font un travail excellent. Il est juste question de les mettre ensemble pour pouvoir se souder les coudes en quelques termes. Alors, donc, et il y a aussi parmi les méthodes, il y a le renforcement des capacités des communautés. Nous avons des communautés qui sont très vibrantes, des communautés qui sont très fortes, des communautés qui travaillent très bien sur le plan communautaire, mais qui ont besoin des renforcements de capacités. Et ça, c'est très important. Et quand on renforce les capacités des communautés, les communautés prennent part à des campagnes. Ça peut être des campagnes de lutte contre la stigmatisation, comme ça a existé. C'est-à-dire, il y a par exemple une campagne qui existe qu'on appelle More Than, et puis il y a d'autres campagnes encore, Not a Criminal, c'est-à-dire que par exemple, une personne vivant avec le VIH n'est pas un criminel. Et il y a des campagnes comme ça, quand les communautés leurs capacités sont renforcées, elles participent justement à ces campagnes et ça aide énormément. Il y a aussi un niveau, par exemple, l'impact réalisé à ce jour au niveau national. Par exemple, en RCA, comme je l'ai dit au début, nous avons réussi à faire des réformes, de réformer la loi sur le VIH, où nous avons réussi, par exemple, à réduire l'âge du dépistage sans l'autorisation parentale qui était de 18 ans, maintenant c'est à 12 ans. Donc, un enfant de 12 ans en République centrafricaine peut aller se faire dépister sans l'autorisation parentale. Ça, c'est l'un des fruits justement du travail fait dans le cadre du partenariat mondial, justement, où nous avons travaillé avec le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, les ONG qui travaillent sur les droits humains local. Nous avons travaillé avec justement le groupe de soutien ou bien le réseau des personnes vivant avec le VIH. Nous avons travaillé, nous avons étendu le groupe de zéro discrimination à des partenaires clés comme le PAM, par exemple, parce que le PAM travaille justement
même sur le plan logistique pour les ARV, mais le PAM aussi fait ce qu'on appelle la distribution des vivres aux personnes vivant avec le VIH, donc le kit alimentaire. Donc, il devenait un acteur clé, il était important de travailler avec eux. Donc, vraiment, ça, c'est un aspect très important. Mais il y a d'autres pays comme en Thaïlande et en Iran où il y a eu des changements politiques. Et puis, il y a les plans quinquennaux, comme ça existe un peu aussi en Côte d'Ivoire, les plans quinquennaux, un peu comme la Jamaïque, pour atteindre justement les 10, 10, 10, et puis le reste, et la Côte d'Ivoire, comme j'ai cité. Il y a aussi un aspect de support technique, c'est-à-dire qu'on essaie de soutenir justement à long terme par l'intermédiaire des coordonnateurs régionaux. Moi, je faisais partie justement de ces coordonnateurs régionaux et sur le plan régional, par exemple, je m'occupe non seulement de la Centrafrique, mais je m'occupe aussi de la Côte d'Ivoire et de la RDC, par exemple. Et ça, c'est une approche que le partenariat mondial a pris où on dédie les ressources humaines conséquentes par rapport à quelque chose qui est très important dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Donc, le fait d'avoir des personnes qui se focalisent sur ça, ça aide énormément. Au lieu de laisser les programmes de lutte contre la stigmatisation et la discrimination de manière générale à toute personne, mais donner à des personnes, dédier les ressources humaines appropriées à des personnes, ça aide énormément. Alors, une fois de plus, comme je l'avais dit avant, l'une des méthodes, c'est justement la traduction justement des données en action. C'est-à-dire qu'on passe le niveau de discours, mais on entre en action, on essaie de poser des actions, entre autres en produisant des données et tout le reste, et puis en ayant un plan d'action qui est très concret, qui montre les résultats. Voilà un peu ça, c'est la méthode. Alors, entre autres, parmi les méthodes qui ont été utilisées, il y avait des campagnes de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination. Et il y a aussi justement la campagne Modern qui est dirigée par les communautés elles-mêmes, parce que les communautés étaient capacitées, les communautés étaient capables justement de diriger les campagnes. Et c'est basé sur le partenariat, mais justement en travaillant en collaboration avec les agences onusiennes et tout le reste. Et tout ça, dans ces campagnes-là, il y a eu l'utilisation des outils d'éducation, des plaidoyers, tout ça, des leviers politiques pour obtenir davantage de soutien. C'est-à-dire que des soutiens non seulement du pays qui doit accompagner, mais des donateurs et puis des autres partenaires techniques et financiers et tout ça. Et entre-temps, il y a eu des organisations, des webinaires en ligne pour préparer justement ces campagnes. Et ça, ce n'est qu'un exemple de ce que le partenariat mondial peut faire pour aider. Alors, pour montrer le côté de la synergie mondiale, justement, il y a ce qu'on appelle en anglais, ou en français, je les traduis directement en français, en anglais, on appelle ça COAG, hein, mais on dit la collaboration entre les pays focaux, les pays sur lesquels le partenariat s'est focalisé. Et cette collaboration-là, je peux l'appeler FCC. C'est dans le cadre de partenariats justement qui ont montré que, et entre autres, parmi ces collaborateurs-là, parmi les grands collaborateurs, il y a le Fonds mondial, il y a le PEPFAR, et puis il y a l'ONU-SIDA. Donc, ils travaillent justement en synergie pour appuyer justement les FCC, la collaboration entre les points focaux. Alors, comment justement la FCC en question marche, fonctionne? Au niveau national, il y a une coordination permanente et puis il y a l'examen systématique des résultats et puis il y a une mise à jour d'une analyse du paysage de la recherche et des interventions. Et puis, et tout ça, c'est dans un processus qui est très participatif, tout ça. Voilà. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle, ce que je disais, l'accord de coopération, qu'on appelle en anglais COAG. Hein. L'accord de coopération, il y a un accord de coopération entre le CDC, qui est américain, et puis l'ONU-SIDA. Et c'est un accord qui a commencé en 2021, qui s'étend jusqu'en 2026. Et là encore, c'est toujours dans la composante de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus comme une forme d'affluence, quoi. C'est-à-dire que bien que nous avons un sérieux problème de financement du VIH pour l'instant, mais il y a quand même le CDC, il y a le PEPFAR,
il y a évidemment le Fonds mondial qui continue à donner un financement. Et si vous regardez la plupart de leurs plans d'action, plans stratégiques pour les années qui suivent, on est tous toujours dans le même élan, tous autour de la même thématique. Ça veut dire quoi? Essayons d'assainir notre environnement, essayons de rendre notre environnement un peu plus protecteur et tout le reste. Je vous passe des autres points comme c'est sur la présentation, mais je voudrais juste donner justement l'exemple que j'ai donné de la Centrafrique, comme je l'ai dit. Nous avons travaillé avec les partenaires locaux, nous avons réformé la loi, mais nous avons aussi travaillé avec les journalistes centrafricains, nous les avons formés, nous avons aussi travaillé avec les leaders religieux. C'est très important par rapport au contexte de notre pays et on se rend compte que le sérieux problème que les gens ont dans la communauté, c'est justement le manque d'information. Quand nous donnons la bonne information aux partenaires, les résultats vraiment s'annoncent très bien. Et nous avons des chefs religieux et musulmans et chrétiens qui sont là, qui ont été formés, qui nous attendent, qui nous donnent même des plans d'action pour pouvoir travailler et pouvoir avancer. Alors, le reste comment dire, de la présentation, c'est que je peux juste dire les prochaines étapes pour terminer, c'est que les 33 pays qui font partie justement du partenariat mondial, l'approche va continuer, le soutien va être continué pour essayer d'atteindre les objectifs 10-10-10. Et puis, nous allons essayer de mettre davantage l'accent sur le rôle des partenaires, comme je l'ai dit, mais aussi la réponse communautaire. La réponse communautaire, comme vous l'avez sûrement remarqué, dans beaucoup d'approches, nous avons l'approche communautaire et c'est vraiment une clé maintenant. Et puis, nous allons poursuivre justement l'intégration d'une approche d'intervention liée au genre dans les portefeuilles des médecins généralistes, y compris dans le cadre de la réponse de la communauté des personnes LGBTI. Et nous allons renforcer et forger davantage les partenariats pour soutenir le travail du partenariat mondial et des catalyseurs sociétaux, des catalyseurs dont j'avais parlé, donc les réformes juridiques, la connaissance des droits et tout le reste. Nous allons continuer à améliorer la communication, les plaidoyers. Et quand on parle de la communication, comme cette session maintenant, c'est avec les journalistes, et donc ça, vous avez justement la clé parce que vous êtes l'une des voix les plus écoutées et vous avez ce pouvoir-là de changer les choses. Et nous l'avons vu en Centrafrique quand nous avons travaillé avec les journalistes, combien, même après la session, il y a des journalistes qui ont déjà commencé à créer des posts qui passent à la radio et des posts, des spots qui passent à la télévision. Et jusque-là, probablement, quand nous allons mesurer l'index de stigmatisation, nous allons trouver déjà des petits changements. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Comme toujours, nous allons essayer aussi de mesurer l'impact de la réduction de la stigmatisation, comme je l'ai dit, à travers des études. Et nous allons vraiment nous battre pour que le cadre de travail sur les inégalités en matière de VIH intégration des médecins généralistes aussi. C'est-à-dire que ne pas laisser le VIH seulement à certains médecins, mais de manière générale, intégrer tout le monde. Déjà, c'est multisectoriel, donc intégrer les médecins généralistes, ça, c'est aussi un des aspects. Et nous allons continuer à fournir un soutien technique supplémentaire aux activités des réformes législatives. Comme je l'ai dit, les réformes législatives, si vous regardez la stratégie du Fonds mondial, la stratégie de l'ONU-SIDA, la stratégie de beaucoup d'institutions, les réformes législatives sont quand même assez importantes. À elles seules, évidemment, elles ne suffisent pas, mais c'est important de faire les réformes. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que je peux m'arrêter là et puis je pourrais prendre des questions pour bien répondre. Merci beaucoup. OK, merci à vous, M. Christian. On a quand même pris de très bonnes notes. Alors, je voulais juste remercier également tous les confrères et consoeurs connectés qui sont donc dispersés un peu, je veux dire, répartis sur tout le continent africain. Le principe qu'on vous propose, Madame Goba et M. Christian, c'est qu'on puisse poser malheureusement toutes les questions. Ça vous demandera de l'assistance pour que quelqu'un les note pour vous. Et je voudrais également demander à Constance Mananga de noter les questions dans le chat, parce qu'on va faire le tour et les journalistes vont vous adresser donc leurs questions. Vous allez les noter. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez les relancer. Ils vont poser la question. Logiquement,
à cause des perturbations techniques, on a pris du retard sur l'agenda, mais on va essayer de le rattraper rapidement. Merci à vous, en tout cas, pour votre disponibilité. Alors, selon notre conducteur des questions, on va commencer, donc je vais m'assurer que tous les collègues sont là. Logiquement, on commence généralement par Madagascar parce qu'ils ont 3 heures d'avance sur le GMT. Donc, quelquefois, si on reste un peu vers l'après-midi, il fera déjà nuit chez eux. On va commencer. Est-ce que notre collègue de Madagascar est connecté? Je le vois connecté. Vunona, bonjour. Bonjour, Président, et bonjour à tous et à toutes. Merci aux deux intervenants. Cependant, ce n'est pas de question parce que on a tout, j'ai suivi avec intérêt oui, ce n'est pas de question et merci. D'accord. Alors, merci beaucoup à Madagascar qui nous permet de gagner du temps. Aux autres, je voudrais juste préciser que si vous prenez la parole, il faudra, j'indique déjà le pays, il faudra vous présenter dans quel organe vous travaillez pour qu'au moins nos intervenants le sachent. Vous avez la possibilité de poser une question à M. Christian et une question à Mme Goba. Maintenant, si vous n'avez pas une question pour l'un des deux, on peut poser une seule question et puis on va avancer. Merci beaucoup. Après Madagascar, on va interroger nos amis du Burundi. Alors, est-ce que Jean-Claude est là? Jean-Claude, bonjour. Président, j'ai vu Jean-Claude partir. Il a écrit qu'il a une activité à 14 heures. D'accord, ok. Alors, est-ce que Égide est connecté? Égide? Oui, Président, je suis connecté. Allez-y si vous avez une question pour le Burundi. Ah. Le sempiternel problème du Burundi, c'est les questions de connexion. Égide, on n'arrive jamais à écouter tes questions. Je ne sais pas, essayer de régler le problème. Parce qu'on n'entend pas du tout et le son est vraiment dégradé. Pour noter les questions, il faut d'abord les entendre et les comprendre. Peut-être que je reviendrai à vous vers la fin, si vous êtes encore là. On va passer au Cameroun. Le Cameroun, je vois aussi plusieurs personnes là-bas. On a le coordonnateur national, M. Jules Elobo, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour tout le monde. Allez-y pour le Cameroun. D'accord. Merci, Président. Merci de me passer la parole. Je suis Jules Elobo. Je suis le coordonnateur du REMAPSEN pour le Cameroun. Je suis journaliste. Je travaille pour la radio Magique FM à Yaoundé. Alors, j'ai une question. Peut-être que Lynn aura certainement la deuxième. Moi, j'ai une question qui est adressée à un panéliste. On sait que l'un des problèmes auxquels sont confrontées les populations clés, c'est celui de l'accès aux services de santé. Et au Cameroun, on a observé également le phénomène. Et à un moment donné, pour résoudre ce problème-là, on parlait de la mise en place des formations sanitaires spécialisées qui pourront s'occuper spécialement des populations clés, beaucoup plus des personnes, des HSH. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est un projet qui est toujours d'actualité? Si oui, quand est-ce qu'il va prendre effet? Merci. Je ne sais pas si Lynn a une question également. OK. Lynn Batongue, est-ce que vous avez une préoccupation pour compléter la question que Jules vient de poser? Lynn? OK. Lynn n'est pas là ou elle ne nous entend pas. On va continuer. Merci beaucoup. Alors, Jules, tu n'as pas précisé à qui est posée cette question. On a deux panélistes. Bon, la question est adressée à qui? À Christian ou à Mme Goba? La question est adressée à Christian. D'accord, merci. Merci beaucoup. Allez, on va avancer du Cameroun, on va aller en Guinée équatoriale. Monsieur Clémenté, bonjour.
Clémenté, Oui, bonjour. allez-y, pour la Guinée équatoriale. Oui, bonjour. Bonjour, Oui, est-ce que vous m'entendez, Président? on vous entend bien, allez-y. Ok, oui, je suis Clemente Elaondo, directeur du journal Info Repouke et président du réseau des médias de lutte contre le sida et coordinateur de Ramassel en Guinée équatoriale. Donc, ma question s'adresse à Christian. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est tout le problème de stigmatisation, ça vient des manques d'application des lois établies des différents pays pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, moi, je partage cette idée avec lui, je suis d'accord, parce que c'est le vrai problème qui se pose. Donc, ma question, c'est quelles sont les recommandations de l'ONU-SIDA pour éviter les discriminations envers les personnes vivant avec le VIH-SIDA? Et pourquoi l'ONU-SIDA a attendu si longtemps pour décréter ces journées mondiales comme si on parle de 2014? Pourquoi? Merci. D'accord, merci beaucoup, Clémenté. Logiquement, Monsieur Christian, je veux m'assurer que vous avez compris ces questions. Oui, oui, oui. Sinon, D'accord. oui, sinon je répète les questions. Hein. Non, on a compris, Clémenté. Si c'est compris, on a compris, okay. Il a compris, il a noté. On va avancer. On va peut-être aller au Congo, mais le représentant du Congo m'a envoyé un message pour dire qu'il est dans un avion en direction de Libreville. Donc, on va continuer au Tchad. Est-ce que M. Adji est là? Bonjour. Alcado Adji, bonjour. Le Tchad, s'il vous plaît, il n'est pas là ou il ne m'entend pas? OK, on va avancer. Après le Tchad, RDC. Alors, il y a Prince Yassa, il y a également Constance Mananga. C'est vrai qu'elle est co-présentatrice, mais elle a aussi la possibilité de poser des questions. Prince Yassa, tu as la parole maintenant. Bonjour, Président. Bonjour à tous les amis et particulièrement aux intervenants. Président, j'ai une seule question à poser à Madame Goba de l'Alliance Côte d'Ivoire. Madame, ma question c'est de savoir quel type d'accompagnement assurez-vous aux différentes victimes? Parce que vous avez dit que depuis 2019 jusqu'à présent, il y a eu, votre structure a recensé 1080 cas. Et que dans ces cas, ce sont plus les populations féminines qui sont stigmatisées, qui sont le plus stigmatisées. Et que votre structure assure un accompagnement. Est-ce que c'est un accompagnement juridique, un accompagnement économique, un accompagnement social? C'est quel type d'accompagnement? Voilà la petite question que j'avais à poser à Mme Goa. Et à Christian, c'est une suggestion que j'aimerais lui faire, c'est de partager cette expérience qu'il a eue en RCA, en République centrafricaine, avec les autres pays où il a ses plaques-bandes. Hein. Je l'ai entendu parler de la Côte d'Ivoire et de la RDC. Donc, nous aimerions bien connaître, bénéficier de cette expérience que vous avez eue en RCA. Merci, Président. Merci beaucoup. Constance Mananga, avez-vous une question? Le Président, je n'ai pas de questions précises. Je pensais que le coordonnateur adjoint qui était là, qui pouvait poser des questions. Il est là. S'il est là, il peut poser la question. Le coordonnateur adjoint du REMAPSEN en RDC. Bon, OK. S'il ne répond pas, on va avancer sur un autre pays. Alors, on va aller maintenant au Gabon. Sibi Mengue, aussi à quelqu'un d'autre du Gabon, bonjour. Le Gabon, s'il vous plaît. On a beaucoup de soucis techniques ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Si le Gabon n'est pas là, je vais revenir donc sur la sous-région Afrique de l'Ouest. Allô? Oui, Sibi. Bonjour, Président. OK, allez-y. Oui, vraiment, veuillez m'excuser un peu pour la qualité. Allez-y, on vous entend.
Oui, alors, donc j'ai pris l'appel de suivre le webinaire. Je tiens à féliciter déjà les panélistes. Il est clair qu'ils font un véritable travail de fond. Et pour moi, tout a été limpide. Hein. Vraiment, je n'ai pas de questions. D'accord, merci beaucoup. Merci au Gabon. Du Gabon, nous allons donc aller au Niger. Le Niger, bonjour. Madame Idé, aussi, il y a quelqu'un d'autre du Niger. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Idé Fatouma du Remapsen Niger. Je voudrais demander à Monsieur Christian, de manière succincte, quelles sont les situations qui peuvent empêcher un pays d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de zéro discrimination? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Après le Niger, le Burkina Faso, on a deux intervenants qui nous attendent là-bas. Il y a Bénédicte Sawadogo de la RTB. Il y a aussi Bouraïma Sanga du journal du quotidien gouvernemental Sidoya. Je ne sais pas qui prend la parole. Allô, Président, je suis là. Sanga? C'est Bénédicte qui prend la parole. D'accord, Sanga aussi est là. Bénédicte, allez-y. Oui. Bénédicte, non, allez-y. je prends la parole juste pour dire que c'est Sanga et Arnaud qui vont poser des questions. Non, je suis en train d'écouter. OK. D'accord, super. Sanga, tu as la parole maintenant. Bouraïma Sanga, ton micro ne marche pas ou bien? Est-ce qu'Arnaud est connecté? Arnaud? Alors, Président, Sanga, on ne t'entend pas du tout. Arnaud, tu peux prendre le micro là, s'il te plaît? Oui, Président, je sais. Allez-y, allez-y. D'accord. Bonjour, Président. Je suis Arnaud Sawadogo, coordonnateur adjoint du Remapsen Burkina, et je suis aussi gérant du journal Focus Info, un journal de santé et de promotion de l'environnement. Alors, ma question s'adresse à Madame Goba. Je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a des chiffres qui parlent un peu de discrimination, notamment concernant les sexes? Je veux dire, c'est quel sexe qui est le plus discriminé? C'est l'homme ou la femme? Je ne sais pas si je peux poser une autre question aussi à M. Christian. Allez-y. Voilà, il y a souvent des appellations aussi qu'on qualifie de discriminatoires. Est-ce que le fait de dire, par exemple, un sidéen, comme on l'utilise couramment dans nos langues, est-ce que c'est discriminatoire? On voulait un peu d'éclaircissement. Merci beaucoup, Président. Merci. Est-ce que Sanga est de retour pour une meilleure qualité de son, Sanga? Bouraïma Sanga, OK. Alors, après donc le Burkina Faso, nous allons aller au Sénégal. Au Sénégal, je vois Maïmouna Gueye, je vois également Alassane Baldé, je vois également Manick Diouf. Alors, on vous donne l'opportunité de poser vos questions. Maïmouna Gueye, c'est vous maintenant qui avez la parole. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour aux collègues. Bonjour à nos panélistes. C'est Maïmouna Gueye, je suis journaliste au quotidien national Le Soleil. Je suis la coordonnatrice nationale du Remapsen au Sénégal. Je vais laisser le soin à Alassane Baldé de poser la question pour le Sénégal. Alassane, vous pouvez y aller. Mbagnick, si tu as une question, tu peux aussi la poser. Bonjour. Baldé, allez-y, bonjour. Oui, bonjour, Président. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? On vous entend, Baldé. Alors, merci. À propos de Maïmouna, c'est dire que j'ai écouté les panélistes et personnellement, je n'ai pas de questions précises. J'avoue que je suis avec intérêt les interventions des uns. Merci. D'accord. Il reste maintenant Manick Diouf. Est-ce que Diouf est là? Alors, Président, moi, je suis là, Président. Je suis Manick Diouf, journaliste à la radio Oxygène. Je suis le corps du RMFC au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je n'ai pas de questions à poser. Très bien.
Alors, on va avancer. Donc, merci aux collègues du Sénégal. Du Sénégal, on va aller au Mali. Contre Diakité, bonjour. Allô? Allô, oui? Oui, président, bonjour. Oui, c'est qui? C'est Tougouna, Tougouna. Ah oui, Tougouna, mais ton téléphone n'est pas nommé. Allez-y. Voilà, coordonnateur adjoint REMAPSEN Mali. Ouais. Moi, ma question s'adresse à madame. Mhm. Moi, je veux savoir, il y a quelle relation entre l'Alliance et le gouvernement? Et en même temps, est-ce que les autorités accordent une importance particulière aux recommandations et suggestions de l'Alliance? Merci. D'accord. Merci à Tougouna du Mali. On va aller maintenant en Mauritanie. La Mauritanie, Awa, bonjour. Oui, bonjour Bamba. Oui. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. On vous entend Et voilà, très donc bien. moi je suis Awa Traoré, voilà, coordinatrice adjointe du REMAPSEN en Mauritanie. En fait, j'avais juste une question, en fait, la difficulté majeure par rapport à la mise en œuvre du partenariat mondial pour l'élimination de la discrimination et stigmatisation par rapport au VIH. C'était ça ma question. Alors, je veux bien que tu reprennes la question parce que je n'ai pas bien compris moi-même. La difficulté majeure pour la ok. mise en œuvre de cette stratégie mondiale. D'accord, merci. Quelles sont les La difficultés question est pour la adressée mise à en œuvre? M. Christian. Oui, M. Christian. Bien entendu. Bien entendu. Alors, on va interroger maintenant nos collègues du Togo. Madame Mémédé Ambroisine, bonjour. Le Togo. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Ambroisine Mémédé, la coordonnatrice de REMAPSEN au Togo. Non. Monsieur Christian, merci aussi à la seconde intervenante pour Madame Goba. Je voudrais poser cette question, peut-être qui va paraître un peu banale, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui alimente la discrimination, la stigmatisation? Est-ce que c'est la peur de la maladie? Parce que nous, on a organisé un atelier ici à Lomé, la question est revenue sous plusieurs angles. Et je voudrais que vous me donniez votre appréciation de cette question-là. Et si jamais c'était la peur, n'est-ce pas qu'il y a un besoin de sensibilisation plus accrue? Si oui, comment est-ce que nous, en tant que médias, nous pouvons vous aider ou nous aider à combattre cette stigmatisation? Merci. OK. Est-ce que Régis a une question, toujours pour le Togo? Non, si il a dit... OK, il n'a pas de question. OK, on va passer au voisin, le Bénin. Michael Bonjour. bonjour. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Je suis Michael Tupodo, coordonnateur du REMAPSEN au Bénin. Alors, j'ai une question pour M. Christian, c'est de savoir, alors, généralement, lorsque les tests de dépistage sont faits, il y a un certain nombre de personnes qui ne reviennent plus pour la prise en charge. Qu'est-ce qui est fait afin de pouvoir retrouver ces personnes-là et les prendre en charge effectivement? Merci. Merci beaucoup. Alors, allô? Vous n'avez pas fini? Alors, je disais tantôt que lorsque les tests de VIH sont faits, généralement, il y a un certain nombre de personnes qui ne reviennent plus pour la prise en charge. Peut-être certaines personnes vont vers on va dire, vers une prise en charge médicinale dans la médecine traditionnelle, ou d'autres par peur ne reviennent plus du tout. Qu'est-ce qui est fait, par exemple, pour retrouver ces personnes-là afin de les prendre en charge pour qu'elles ne contaminent pas d'autres? Merci beaucoup. C'est tout pour le Bénin. J'ai vu aussi votre coordonnatrice. Est-ce qu'elle a une question? Si vous n'avez votre coordonnatrice adjointe n'a pas de question. OK, on va avancer. En Côte d'Ivoire, il y a Bintou Sanogo. Bonjour. Bonjour Bintou. Bon, OK, j'espère qu'elle nous reçoit. En tout cas, elle ne me répond pas.
On avait également la Guinée, mais je vois Bonjour, pas. Président. Ah, OK, allez-y, Bintou. Bonjour, Président. Bonjour. Allez-y. Côte d'Ivoire, je suis là aussi, Président. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Président. Bonjour, chers confrères. Et bonjour également à nos deux panélistes, Christian et Madame Goba, que le REMAPSEN Côte d'Ivoire connaît parfaitement à travers, bien sûr, le REPMACI, qui est la représentation nationale du REMAPSEN, puisque on a un partenariat avec le REPMACI au niveau national, un partenariat avec Alliance Côte d'Ivoire. Donc, Madame Goba, nous la connaissons très bien. Je voudrais donc féliciter nos deux panélistes pour leur brillante communication. Alors, avant de poser ma question, je ne sais pas si je suis pas seul, hein, je suis avec le coordonnateur adjoint Coulibaly Zé-Oumar qui est là. Oui, vous posez votre question, ensuite Zé va poser la question. Aller, OK, d'accord. Ma question va s'adresser à Madame Goba. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une interrogation. Enfin, à mon niveau, je me pose des questions concernant la nation, envers de façon générale les populations clés. Spécifiquement, je voulais parler des transgenres. Madame Goba, dans son adresse, a dit qu'à leur niveau, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et tout. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'au niveau des transgenres eux-mêmes, c'est pas de leur côté que vient véritablement le problème? Parce que s'ils s'enferment peut-être dans une bulle en se disant que... Bintou, on commence à ne plus bien comprendre la question. Il y a des coupures. La population ne nous aime pas ou bien nous rejette. Est-ce que ce n'est pas de là que part véritablement le... Ça, c'est de un. Et puis souvent... Vous m'entendez maintenant? Allez-y, on t'entend mieux maintenant. Vous m'entendez maintenant? Continuez. On t'entend, merci. Allez-y, allez-y, on vous entend. OK. Ouais. En fait, il y a beaucoup de coupures au niveau de choses. Donc, non, je demandais, est-ce qu'au niveau des... Ce n'est pas les transgenres eux-mêmes qui font des difficultés, qui font qu'on n'arrive pas vraiment à les aider, ou bien qui se font eux-mêmes, comme on le dit, qui s'auto-stigmatisent eux-mêmes, en se mettant peut-être dans une bulle, en se disant que comme les gens me rejettent déjà, donc je ne m'ouvre pas à toutes les politiques qu'on va mettre en place pour pouvoir nous aider, pouvoir lutter efficacement pour nos droits. Je me posais cette question. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci pour la question. Voici un peu ma préoccupation. Note. Coulibaly Zé-Oumar, toujours de la Côte d'Ivoire. Oui, alors bonjour Président, bonjour tout le monde. Alors, ma première question s'adressait à Madame Goba. Je crois qu'elle a été prise en compte par le Mali. Il s'agissait de savoir quel est l'accompagnement que l'État, notamment le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, apportait aux actions d'Alliance Côte d'Ivoire. Alors, la seconde question, elle s'adresse à M. Christian. Alors, il a parlé des réformes législatives dans les pays qui sont très importantes selon lui, mais on se rend compte que ces réformes, même quand elles sont adoptées, elles ont du mal à être appliquées parce qu'elles sont combattues sur le terrain par certaines communautés, notamment les religieux. Alors, ma question est de savoir quel est, selon lui, quel genre d'approche il faut pour adresser la question vis-à-vis des religieux, d'autant plus qu'ils estiment que, selon leur livre sacré, ces questions-là sont des questions abominables. Donc, comment faire pour les faire adhérer, les amener à être tolérants vis-à-vis de ces questions, notamment sur les transgenres et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes? Okay. Merci. Merci beaucoup, Zé. Alors, je veux juste savoir, logiquement, pour ceux qui s'étaient inscrits pour ce webinaire, on a fait le tour, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait pas poser une question et qui n'aurait pas été interpellé pendant l'appel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question?
Est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas pu intervenir? Égide, est-ce que tu peux reprendre ta question? On espère avoir une meilleure qualité de son. Égide du Burundi. Oui, Président, je voudrais poser la question. Je voudrais poser une question par rapport à la stigmatisation et à la discrimination. Quelle est la plus-value par rapport au zéro discrimination, zéro stigma qui était déjà en voie de les années 2019-2020? Quelle est la Merci, Président. La question est adressée à qui? À Christian. D'accord, merci. Christian a pris bonne note. Constance Mananga, j'ai vu que tu voulais intervenir. Oui, Président. Bon, je voulais intervenir parce que Égide avait écrit sa question sur le chat. Okay. Il a déjà posé. Mais moi-même également, j'avais aussi deux petites préoccupations. Allez-y. À M. Christian, par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Ils sont stigmatisés par rapport à leur état sérologique. Aujourd'hui, le sida est vécu comme toute autre maladie, une maladie normale. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour qu'il y ait diminution de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH ou les nombres ou la stigmatisation a encore accru malgré que le VIH est vécu comme une maladie normale? Et à Madame Goba, elle avait parlé d'une loi. Quelle est cette loi qu'ils ont eu à obtenir aujourd'hui? La loi est intitulée comment? Et qu'est-ce qui est fait ou c'est quoi la prochaine étape? Elle a parlé de la mise en œuvre de la loi, je crois. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers collègues, membres du réseau, chers confrères journalistes. Nous allons maintenant passer la parole aux deux panélistes. Alors, on va certainement commencer avec Monsieur Christian. Vous pouvez répondre aux questions, c'est possible. Et on va terminer avec Mme Goba. Je voulais proposer si Mme Goba pourrait commencer. Comme je parle beaucoup, je suis un peu comme un petit intellectuel. D'accord. Peut-être que il n'y a pas de souci. Ce n'est pas la pas de problème. Mme Goba, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Alors, vous allez activer votre, comment dire, votre caméra. S'il vous plaît, on a besoin de ça pour cette séquence, en tout cas. Ah, OK. Donc, vous avez noté les questions qui vous sont adressées? J'ai noté plein de questions. J'ai noté pratiquement toutes les questions. Très bien, allez-y. Je vais commencer peut-être par les dernières questions et puis remonter. Allez-y. Voilà. Donc, on a notre collègue qui avait demandé quelle était notre expérience par rapport à la loi sur la drogue. Que tout à l'heure, dans le chat, je vais envoyer les références exactes par rapport à la loi. Mais il faut dire que la loi sur la drogue, c'est un processus qui a commencé quand même depuis longtemps et qui, à un moment, avait pris du plomb dans l'aile à cause des nombreux changements au niveau du gouvernement. Mais bon, avec l'insistance de la société civile qui s'est mobilisée à partir de 2020, nous avons pu aujourd'hui atteindre le point de l'adoption de la loi. Il a fallu même pour ça qu'on puisse faire un atelier avec les parlementaires. On a présenté un peu l'intérêt pour nous en termes de santé publique que cette loi-là soit prise. Et les aspects en lien avec la santé publique se fait pencher un peu la balance. Et que quand cette loi est passée à l'Assemblée nationale, juste après qu'on ait fait cet atelier, j'avoue qu'on n'a pas eu vraiment de problème. Au contraire, les députés ont été pour nous de grands alliés pour l'adoption de cette loi. Et on ne s'est pas arrêté là. Il fallait également que ça passe devant le Sénat. Le même exercice a été fait devant le Sénat.
Et ça a permis aujourd'hui, on a eu l'adoption et la promulgation de la loi au journal officiel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le CILAD. Le CILAD qui est l'autorité, c'est-à-dire la direction au niveau du ministère de l'Intérieur qui a le lead pour la loi sur la drogue. Nous sommes en train de travailler à l'élaboration des décrets d'application. Et l'importance pour nous, c'est de faire prévaloir la voix de la société civile dans l'élaboration de ces décrets d'application. Il faut que la société civile soit présente à toutes les étapes pour s'assurer qu'effectivement, nos besoins soient pris en compte. Plusieurs éléments qui ont été évoqués, c'est de s'assurer que tous ces points sont pris en compte. Et par rapport à ça, nous avons mis en place un certain nombre de commissions. Et chaque commission est en train de travailler actuellement. Et il y a aussi un consultant qui a été recruté, qui est pris en charge par Médecins du Monde, qui est en train de travailler à l'élaboration des projets de décret sur de la répartition qui a été faite. Et après, il y aura cette synergie d'intervention entre les décrets qui seront présentés par la consultante et puis l'avis de la société civile. Mais l'idée pour nous, c'est qu'on s'assure que pour cette fois, les besoins, la vie de la société civile est vraiment pris en compte. Et on travaille vraiment en parfaite collaboration avec le CILAD. Et je pense que d'ici la fin... Allô, vous m'entendez? On vous entend, Madame Allô? Goba. Vous m'entendez? On vous entend. Ah, d'accord. Donc, d'ici la fin de l'année, je pense que tous les drafts de décrets d'application seront pris et seront présentés officiellement à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'elle maintenant puisse poursuivre le processus de signature. L'autre question qui m'avait été posée, c'est par rapport aux transgenres. Par rapport aux transgenres, Bintou Sanoga a voulu savoir si ce n'est pas eux-mêmes qui se stigmatisent, qui se mettent dans une bulle. Bon, peut-être que je vais revenir un peu aux résultats de l'étude d'index stigma qu'on vient de faire tout récemment. Et de façon générale, les résultats de l'étude d'index stigma ont montré que le niveau de la stigmatisation intériorisée a connu quand même un bond, ce qui n'est pas bon pour nos communautés. Donc, c'est pas que ces populations-là s'auto-stigmatisent, mais il faut aussi dire que c'est l'environnement. Excuse-moi, je suis après. Il faut aussi dire que c'est l'environnement dans lequel nous sommes, l'environnement socio-culturel aussi qui est à l'origine de cette auto-stigmatisation-là. Il faut dire que l'Alliance Côte d'Ivoire avait conduit une étude avec les transgenres à Abidjan qui ont montré que la prévalence au niveau des transgenres était la plus élevée. On est pratiquement à 23,5%. Et c'est ça même qui a permis aujourd'hui de les prendre dans leur spécificité. L'idée, c'est qu'avant, ils étaient pris en compte, mais pas en tant que transgenres, mais en tant qu'hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc, ça faisait qu'il y a certaines de leurs spécificités qui n'étaient pas prises en compte. La particularité aujourd'hui, à l'issue de cette étude-là, c'est qu'on les a ressortis comme une population spécifique, différente des populations des hommes ayant des rapports sexuels. Et aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour pouvoir les prendre en charge. Et ce travail-là, au niveau d'Alliance, ça consiste en quoi? D'abord, du renforcement de capacités. Il y a un certain nombre d'organisations transgenres à qui nous apportons du renforcement de capacités. Il s'agit pour nous de les amener eux-mêmes à pouvoir exprimer leurs besoins, à pouvoir élaborer des plans stratégiques et puis à conduire eux-mêmes des activités en vue de pouvoir assurer leur bien-être. Sinon, effectivement, il y a la question comme elle a dit, de la stigmatisation intériorisée, mais ce n'est pas seulement à leur niveau, c'est de façon générale même. Les études qui ont été faites en Côte d'Ivoire ont montré qu'aujourd'hui, on a près de 13,1%, je crois bien, de stigmatisation au niveau de la population des PVVIH en général, y compris les transgenres.
je continue un peu l'Alliance. Qu'est-ce que l'Alliance, le lien entre l'Alliance Côte d'Ivoire et puis le gouvernement? Je peux dire que ce lien-là, déjà, il est connu. Hein. Pour ce qui est des questions de droits humains, d'abord, Alliance Côte d'Ivoire est le récipiendaire principal par rapport à communautaire pour la subvention NFM3. Donc, dans toutes nos interventions, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, et également avec d'autres entités. Aujourd'hui, on est dans la question de la multisectorialité. Donc, on travaille aussi bien avec le ministère de la Justice, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, et c'est justement à travers ce travail-là que nous avons pu établir, comme je le disais tout à l'heure, des points focaux VIH, du moins des points focaux VBG dans pratiquement tous les commissariats de police en Côte d'Ivoire. On a des points focaux là-bas qui appuient nos populations pour faciliter un peu leur prise en charge quand ils font face à la police. Mais aussi, il faut dire que, comme Christian l'avait dit aujourd'hui, on est dans une tendance à développer un peu la capacité de la communauté elle-même à pouvoir se prendre en charge. Et nous sommes en train de développer des approches CLM à travers nos observatoires pour que la société elle-même puisse apporter son point de vue, puisse faire prévaloir son point de vue. Je vous donne un peu un exemple de ce qui a été fait. Il y a eu une période en Côte d'Ivoire où on a eu une pénurie par rapport à une rupture de médicaments par rapport au RHZE, qui est un médicament qui est pris au niveau de la tuberculose. Et à travers la plateforme des réseaux effectifs de lutte contre le VIH, la tuberculose et puis le paludisme, il y a eu un plaidoyer qui a été fait au niveau de l'État de Côte d'Ivoire qui a permis justement de pouvoir lever cette rupture. Donc, ces interventions-là, nous les faisons, mais l'idée, c'est de pouvoir les renforcer sur la base des données que nous allons collecter, analyser et puis que nous allons présenter au pays. Et par rapport à ça, comme je disais, il y a tout un dispositif CLM qui est en train d'être mis en place à travers l'Observatoire communautaire de la santé. Donc, je pense que d'ici très bientôt, on aura vraiment assez de données pour nous permettre de pouvoir conduire des plaidoyers sur la base d'évidence au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est cette approche-là justement qui sera la meilleure pour nous. Parce que dans le passé, les données étaient un peu éparses et chacun travaillait un peu pour sa lanterne. Et aujourd'hui, en créant cette synergie, les données qui vont ressortir pourront nous permettre d'avoir des plaidoyers vraiment forts, vraiment solides au niveau que nous pourrons présenter à l'État de Côte d'Ivoire pour faire changer. Mais déjà, de façon naturelle, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est un peu notre particularité, la synergie entre la partie nationale et puis les communautaires quand même existent. Et on a de bonnes lucarnes pour se parler. Et il faut les renforcer. C'est ce qui reste à faire. Concernant... je continue. En termes de type d'accompagnement, on a plusieurs accompagnements que nous on apporte dans notre dispositif de réponse aux droits humains. D'abord, on fait l'investigation, la notification, l'investigation, tout ce qui est alerte en fait pour chercher les cas sur le terrain. Et une fois qu'on a eu ces cas, on apporte plusieurs types d'accompagnement. Mais ces accompagnements-là sont conditionnés par l'expression de la volonté de la survivante ou bien de la victime. Mais généralement, ce qu'on retrouve dans nos accompagnements, il y a la prise en charge juridique. Et pour nous, la prise en charge juridique, c'est la porte d'entrée. Dès qu'on a une information, que nos acteurs vont sur le terrain, avant que la victime ou bien la survivante puisse s'exprimer, il faut lui présenter un peu tout l'éventail de l'offre qu'on lui apporte et puis lui aussi lui présenter en termes juridiques tout ce que ça pourrait signifier en termes de poursuites et autres. Une fois que c'est fait, on laisse la latitude à la victime elle-même ou bien à la survivante elle-même d'exprimer de quel type de besoin elle souhaiterait bénéficier. Et dans ces besoins qu'on apporte, il y a la prise en charge judiciaire qu'on fait. La prise en charge judiciaire, elle se fait à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la prise en charge judiciaire. La porte d'entrée pour nous, c'est les commissariats et les postes de gendarmerie. Mais au-delà de ça,
on a cet accompagnement-là qui se fait jusque devant les tribunaux. Et il y a aussi cette possibilité-là, selon les cas, de se faire accompagner par un cabinet d'avocats. On a un collège d'avocats friendly avec lesquels on travaille justement, qui nous accompagnent quand il y a un besoin en termes de représentation devant les tribunaux qui se présentent. On fait aussi la prise en charge médicale, mais une prise en charge médicale qui est différente de la prise en charge médicale qui est faite classiquement, parce qu'elle ne s'adresse que uniquement aux personnes qui sont victimes de violences. Et dans le cadre de cette prise en charge, on prend en charge les ordonnances, on prend en charge un peu la petite chirurgie quand c'est nécessaire. Et puis, quand il y a besoin d'établir un certificat médical, justement, à travers cette prise en charge, on le fait. On fait également la prise en charge psychosociale. Et il y a une très bonne collaboration aujourd'hui entre nous et puis les assistants sociaux qui nous accompagnent pour apporter la prise en charge sociale en termes de médiation familiale, en termes de médiation communautaire pour les victimes. Et peut-être que ce travail de base est fait. Là, aujourd'hui, il y a un défi pour nous. C'est que c'est au niveau même central, au niveau périphérique, les acteurs de façon opérationnelle, il y a une bonne synergie avec eux. Maintenant, c'est de poursuivre ce plaidoyer-là au niveau central pour que ça puisse être, on puisse avoir ce formalisme. Pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas au niveau du ministère de la Femme, de la Famille, ou même du ministère de la Protection sociale. On doit faire comprendre la nécessité aussi qu'eux aussi ils intègrent de plus en plus les populations clés dans la prise en charge sociale. Mais au niveau périphérique, déjà ce travail-là est fait. Et ça, ce travail-là a pu se faire par rapport à toutes ces formations qu'on a pu faire avec eux. Aujourd'hui, vraiment, ils nous accompagnent. Et en plus, dans la prise en charge psychosociale, ce taux de volet qu'on apporte, c'est l'hébergement d'urgence. C'est nouveau. On est en train de travailler là-dessus, comme je le disais tout à l'heure. C'est d'identifier pour nous des sites potentiels qui pourraient accueillir nos bénéficiaires lorsqu'ils sont dans des situations où, pour l'instant, on n'a pas encore pu trouver une situation pour les réintégrer dans leur cercle familial ou bien communautaire. Donc, comme je le disais, on n'a peut-être pas terminé le processus, mais déjà, on a déjà apporté l'appui à 44 personnes qui étaient en besoin de situations d'urgence, à qui on a apporté l'hébergement. Et le dernier volet, c'est la prise en charge psychologique. On a un pool de psychologues qui est composé de près de 10 psychologues pour l'instant et qui nous accompagnent lorsque il y a besoin de recours à un psychologue. Généralement, ce qui est systématique pour nous, la prise en charge psychologique, c'est pour les cas de viol. Là, quand il s'agit d'un viol, par exemple, systématiquement, on apporte la prise en charge psychologique. Et pour les autres types d'agressions, par exemple, c'est au cas, après l'analyse qui est faite avec l'assistance sociale, quand on voit qu'il y a un besoin en termes de prise en charge psychologique, on déclenche le processus. Ce qu'on ne fait pas par contre, c'est la prise en charge économique. Pour l'instant, notre dispositif n'est pas encore arrivé là, parce que ça aussi, c'est tout un programme qui a montré dans le temps ses insuffisances. Et si ça doit se faire, il faut aussi conduire ce plaidoyer auprès du bailleur et puis peut-être proposer d'autres modalités plus intéressantes qui vont permettre d'éviter les insuffisances qu'on a eues dans le passé par rapport aux questions de prise en charge, d'appui économique qui avait été fait. Aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de voir avec comment on appelle, les AVEC, qui sont des épargnes villageoises, associations villageoises d'épargne et de crédit, qui sont des choses assez simples. Comment on peut s'appuyer sur ces AVEC-là pour pouvoir apporter l'appui à nos populations clés, par exemple. Ça, c'est des pistes à étudier pour voir dans quelle mesure ces choses-là peuvent être faites. C'est une réussite en milieu rural, pour voir comment en milieu urbain, par exemple, on peut transposer ce modèle. Est-ce qu'il y avait une autre question encore? Si j'ai oublié une question, qu'on puisse me la rappeler.
OK, merci beaucoup, Madame Goba. Vous n'avez plus de questions sur votre calepin? C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Malheureusement, on a vraiment débordé du temps qui nous était imparti, mais c'est dû aux intempéries techniques. On va donner la parole à Christian au niveau de l'ONU-SIDA. Il a eu aussi beaucoup de questions, mais on va lui demander d'être un peu concis vu que on est totalement au-delà du temps qui nous était imparti. Christian, vous avez la parole. Vous pouvez répondre aux questions des journalistes. D'accord. Merci beaucoup. C'est une mission impossible que vous me demandez, mais je vais tenter le coup. Voilà. Okay. Alors, essayez de régler un peu la caméra. Ça vous prend un peu sous les lèvres. Voilà, c'est bon. Merci. Allez-y. D'accord. Bon, je vais rapidement essayer vraiment d'être assez rapide parce que malheureusement, en peu de temps comme ça, c'est difficile. Oui, j'avais la première question de Jules du Cameroun. Il existe effectivement ce qu'on appelle le DIC. On appelle ça en anglais les drop-in centers. Ça existe au Cameroun. Donc, ce sont des centres conviviaux, des centres qui offrent des services aux populations clés. Et de manière générale, c'est une approche qui est prise dans plusieurs pays. Et on offre aussi, entre autres, l'assistance psychologique, donc la santé mentale des populations clés. Ça, c'est très important. Donc, ça existe au Cameroun. Ça, c'est la première question. La deuxième question de Clémente, c'était, pour répondre à cette question, c'est-à-dire que pourquoi il y a ce problème de manque d'application des lois? Alors, il y a ce qu'on appelle l'ONU-SIDA, il y a quelques années, a proposé 7 programmes d'intervention pour essayer de résoudre les problèmes qui sont liés aux droits humains. Et parmi ces 7 programmes, il y a quelques programmes très importants, je vais les citer, et ça peut aider par rapport au problème d'application de la loi. Ça demande assez qu'on forme, par exemple, non seulement les personnels soignants, mais qu'on travaille aussi avec les policiers, par exemple, les agents de force de l'ordre. Parce que les agents de force de l'ordre ne connaissent pas forcément le droit. Donc, il faut travailler avec eux pour qu'ils comprennent que dans chaque pays, nous avons aussi des lois qui protègent. Nous avons la Constitution qui protège. Nous avons des textes de loi qui protègent, mais ils ne connaissent pas la mise en application de ces textes. Vous avez pratiquement un agent de l'ordre qui peut arrêter quelqu'un à 2 heures du matin, alors que c'est contre les procédures. Donc, vous voyez, avant même d'entrer dans les lois qui protègent ou les lois pour les réformes, pour les lois qui protègent déjà, il faut travailler avec les agents de force de l'ordre. Ça, c'est l'une des applications. Mais avant ça, il y a ce qu'on appelle les sessions de connaissez vos droits. Ça veut dire quoi? Former les populations clés et les personnes, elles connaissent leurs droits. Quand quelqu'un ne connaît pas ses droits, il ne peut même pas aller devant le juge. Mais quand il connaît ses droits, ça capacite la personne à la meilleure position. Donc, voilà un peu quelques propositions. Et il y en a 7 comme ça qui m'ont donné connaissez vos droits. Et puis, il y a un autre programme qu'on appelle l'accès à la justice. Là où nous faisons ce qu'on appelle les cliniques juridiques, les boutiques de droit, pour donner l'accès à la justice pour les personnes qui sont victimes de violations. Ça aussi, ça fait partie de ces programmes-là, mais il y en a 7 au total. Donc, pour raison de temps, donc je peux m'arrêter là. Alors, pour répondre à une autre question, c'est que, toujours la même question, je pense que c'est Clémente qui disait, mais comment est-ce que c'est seulement maintenant, tout ce temps, on était où? Et là, pour répondre à cette question, je peux vous dire que le VIH, c'est un bon maître. Le VIH nous a appris beaucoup de choses. Quand nous avons commencé la riposte, ce n'était même pas tous les médecins qui s'occupaient du VIH. Il y avait certains médecins, ils enfermaient les ARV dans leur tiroir, ou bien c'était seulement eux qui devaient toucher le VIH, ce n'était pas tout le monde. On a appris que ça ne marchait pas. On a essayé d'étendre ça. Mais ce n'est pas fini. Après, le VIH nous a montré qu'il fallait qu'on se focalise aussi sur les populations clés. On a commencé à se focaliser sur les populations clés. Et ce n'est pas fini. On s'est rendu compte que dans la multisectorialité, il faut que les aspects droits humains aussi. Ça encore, nous avons appris et nous sommes en train d'ajuster. Et nous avons appris aussi que les jeunes et les adolescents aussi étaient dans une situation vulnérable parce qu'on ne s'en occupait pas. Là encore, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que plus nous avançons et maintenant que nous regardons vers l'horizon 2030, ça veut dire qu'il nous faut ajuster. Et vous pouvez vous rendre compte que nous avons fait quand même beaucoup de progrès parce qu'aujourd'hui, nous maintenons les personnes en vie. Beaucoup de gens sont en vie, les personnes sont sous ARV. Donc, ça veut dire que comme on apprend chaque jour, l'apprentissage n'a pas de fin. Voilà un peu ça.
Pour répondre à la suggestion de Prince, par rapport au partage d'expériences, oui, nous partageons déjà les expériences de la RCA. C'est même pour ça que les collègues m'ont demandé de faire partie justement de ce webinaire pour pouvoir partager les bonnes expériences. Mais nous le faisons aussi sous d'autres forums. Et dans la mesure du possible, peut-être il y aura quelque chose qui sera sur le site de l'ONU-SIDA, rattaché à la RCA, où vous pourrez voir le processus qu'on a suivi pour réformer les lois et tout ça. Donc, le partage d'informations, ça fait partie des choses que nous faisons déjà, mais nous prenons vraiment à cœur cette suggestion. Pour répondre à la question de Fatouma, qu'est-ce qui peut empêcher à ce qu'on puisse atteindre zéro discrimination? Moi, je dirais, si nous travaillons en ce qu'on appelle en isolation, ça veut dire que nous avons des programmes, nous sommes dans un même pays, certaines organisations de la société civile reçoivent des financements pour travailler dans quelque chose, mais ils ne travaillent pas en synergie, ils travaillent seuls, en solo. Ça peut être un problème. On ne peut pas atteindre zéro discrimination si nous ne travaillons pas vraiment ensemble. Les manques de réformes juridiques peuvent poser des problèmes parce que la loi envoie un message fort. Quand la loi, par exemple, criminalise ou pénalise certains comportements, certaines populations, la population se prévoit de ces lois-là pour dire que, voilà d'ailleurs la loi pénalise, criminalise, et voilà, et ça augmente la stigmatisation. Donc, les réformes juridiques contribuent, je ne dis pas que c'est la seule chose, mais les réformes juridiques contribuent justement à lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Et puis, le manque de partage d'informations. Vous avez une information, vous ne la partagez pas, vous avez, donc vous travaillez, comme on dit, en gatekeeping, on appelle ça en anglais. Donc, c'est un peu comme votre chat gardé, quoi. Où vous ne voulez pas partager les bonnes expériences, vous ne voulez pas partager les informations. Là, on va rester dans ce 5. Et puis, le manque d'implication des communautés. De nos jours, on ne peut pas travailler pour des communautés et on dit on travaille à leur nom, on ne les implique pas de manière proactive. C'est-à-dire les communautés elles-mêmes doivent prendre la lutte. C'est-à-dire que ce sont des communautés qui doivent être au devant de la réponse au VIH. Ça, c'est juste quelques points. La liste n'est pas exhaustive. C'est juste quelques points pour montrer que si on ne change pas justement les tirs, on ne prend pas en compte toutes ces approches, on ne pourra pas atteindre zéro discrimination. Alors, pour répondre à la question du collègue du Burkina Faso, bien de la collègue, je ne me rappelle plus, par rapport à des termes, effectivement, il y a des termes qui influent beaucoup dans la stigmatisation et la discrimination. Il y a des termes qui sont politiquement corrects. Et peut-être, si j'ai le temps, je pourrais vous envoyer une présentation parce que j'ai déjà eu une session. Quand nous avons eu la session en RCA avec les journalistes, notre première session, c'était sur quels sont les termes politiquement corrects à utiliser. Parce que vous êtes les personnels du média. Si vous utilisez des termes qui sont péjoratifs ou des termes qui sont stigmatisants, vous contribuez à la stigmatisation. Donc, le terme citoyen, c'est vraiment déconseillé. Il faut dire personnes vivant avec le VIH. Full stop. Il y a même des journalistes qui disent personnes vivant avec le VIH-Sida. Non. On dit personnes vivant avec le VIH tout court. Parce que le VIH et le sida, c'est deux choses différentes. Le VIH peut conduire au sida, mais tout VIH n'est pas sida. Sida, c'est l'étape où la personne n'a pas été prise en charge, la personne n'a pas pris les médicaments et tout le reste, et puis elle développe des maladies opportunistes et tout le reste, elle peut atteindre le niveau de sida. Mais maintenant, avec les miracles que les ARV donnent, avec les miracles que les ARV font dans toutes nos sociétés, nous avons les personnes avec le VIH qui vivent très longtemps, donc qui ne développent même pas le sida. Donc, on ne dit pas sidéen, on dit personnes vivant avec le VIH. Et j'ai toute une liste de termes, je pourrais vous partager pour que vous puissiez voir. Par exemple, on ne dit plus prostituée, on dit professionnel du sexe, on ne dit pas, il y a des termes homosexuels qui ne sont pas très recommandés. On peut dire des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, mais on peut dire des gays. Mais déjà même dans les LGBT, chaque population a sa signification et tout le reste. Donc, il y a des termes. Et à chaque fois, par exemple, on ne dit plus prisonnier, il faut dire les personnes qui sont, je crois, en lieu de détention. Donc, il y a des termes comme ça, mais il y a toute une liste que je pourrais vous partager juste. Donc, en tant que journaliste, c'est important d'utiliser des termes qui sont, politiquement corrects, comme on dit, ça aide beaucoup. Pour répondre à la question de Awa, de Mauritanie, c'est que les difficultés majeures du partenariat mondial,
je peux dire, en fait, comme toute œuvre humaine, tout programme, il y a certaines difficultés. Mais déjà, jusque-là, c'est une initiative qui est un peu nouvelle, je peux dire. Parce que ce n'est pas une initiative qui date de 10 ans. Donc, les difficultés d'une initiative nouvelle, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de pays n'ont pas encore adhéré. Jusque-là, nous avons 33 pays. Ça, c'est déjà une difficulté. Et l'autre, évidemment, comme on le sait, le problème de financement. Le problème de financement dont souffre la réponse au VIH, comme on le connaît, le partenariat mondial aussi souffre de ça. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Si le partenariat mondial avait des moyens, on aurait des coordonnateurs de partenariat mondial dans chaque pays. Une personne dédiée seulement à ça, mais ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut payer la personne, c'est des ressources humaines. Donc ça aussi, ça peut être un problème parce que les financements sont très limités. Et puis, le problème, c'est que le partenariat mondial, c'est un partenariat. Donc, il faut que le partenaire vienne ensemble. Donc, par moment, dans beaucoup de pays, il y a un moment de manque de coordination. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on va y aller comment on va s'y prendre, tout ça. Ça peut être bon. Ça, c'est juste pour citer quelques, mais sinon, le reste, comme c'est un programme qui est évalué, tout ça, donc, quand les évaluations sont prêtes, on peut toujours les partager. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qui alimente la stigmatisation et la discrimination? Et l'une des suggestions, c'était la peur. Et comment les médias peuvent nous aider? Ça, c'est une question que moi, j'appelle une question à $1 million. D'abord, pour répondre, je réponds d'abord pour dire que parmi les premières causes de ce qui alimente la stigmatisation et la discrimination, il y a l'ignorance. Vous ne pouvez pas imaginer combien l'ignorance peut causer la stigmatisation et la discrimination. Moi-même qui vous parle, avant d'entrer dans ce VIH, je stigmatisais certaines populations, je n'avais pas la bonne information. Mais quand j'ai compris beaucoup de choses, ça a changé et me voilà moi un acteur justement de lutte, de réponse au VIH. Donc l'ignorance, c'est l'une des premières causes. Et maintenant, pour répondre, à part l'ignorance et tout le reste, c'est-à-dire le manque de données scientifiques et tout le reste, et vous verrez, beaucoup de populations sont stigmatisées seulement parce qu'il y a des personnes, il y a des politiciens qui ne se sont même jamais assis comme ça à côté d'une professionnelle du sexe, enfin de manière officielle, hein. Je ne parle pas de manière non officielle, dans un forum, dans une réunion, ou bien une personne gay. Il y a des personnes qui entendent parler même de personnes transgenres, mais il ne s'est jamais mis dans une salle avec une personne transgenre pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour comprendre le problème d'identité du genre de ces personnes. Quand vous n'êtes pas assis à côté de ces personnes, vous ne pouvez pas comprendre, quand vous n'avez pas la bonne information, d'autre part, vous stigmatisez. Donc, l'ignorance. Mais par rapport à la peur, effectivement, d'autres personnes disent c'est la peur. Mais quoi, par l'ignorance? Quand on n'a pas la bonne information, on a peur. Peur de quoi? Manger dans la même assiette qu'une personne avec le VIH ou bien fréquenter une personne en croyant que la personne gay va vous contaminer. Voilà un peu quelques exemples Mais les médias, vous avez une clé que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, par moment, je suis sûr que vous savez, comme on vous dit toujours, vous êtes on dit Monsieur Christian, merci. Est-ce que vous pouvez couper la vidéo? On a commencé à ressentir encore quelques problèmes au niveau de la ligne. Désactivez la vidéo. On va garder le son pour la suite. On a pratiquement fini. Bon, OK. Désolé, les amis, on a vraiment beaucoup de soucis. Monsieur Christian, vous m'entendez? Voilà. Monsieur Christian. Bon. Monsieur Christian n'a pu aller jusqu'au bout de son développement. Malheureusement, il est temps pour nous de mettre fin à ce webinaire. Monsieur Christian, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Désolé, hein, c'était pas... Non, c'est pas bien grave, on va terminer avec ça. Allez-y. D'accord.
Si vous m'entendez bien, donc je suis presque en train d'atterrir maintenant. Par rapport au rôle de médias, je ne sais pas si j'avais dit que les médias, justement, vous avez un rôle capital. C'est-à-dire que vous pouvez modeler l'opinion publique. Vous pouvez envoyer des messages forts pour dire aux gens que, voilà, dans le cadre de la lutte contre le VIH, la stigmatisation reste un très sérieux problème. Donc, votre rôle est plus, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une question à $1 million, parce que justement, si nous nous retrouvons dans ce forum même, c'est juste pour confirmer que les médias ont un rôle. Et nous avons vu ça en République centrafricaine, quand nous avons travaillé avec les médias, toutes les actions qu'ils ont pu accomplir après. Je suis sûr que quand nous allons regarder les données, ça va nous montrer une baisse justement dans la stigmatisation. Donc, pour répondre à Ambroisine, en tout cas, ta question, elle est vraiment trop bienvenue. Vous avez un rôle capital. Alors, pour répondre à la question de Michael du Bénin, l'après-test, pourquoi il y a des personnes qui disparaissent? Il y a même pire, il y a des personnes qu'on appelle les perdus de vue. Les personnes qui commencent le traitement, mais qui après arrêtent et puis disparaissent. Et il y a tout un programme justement pour récupérer les perdus de vue. Mais maintenant, ce qui nous aide aussi dans notre travail, c'est que nous travaillons avec les groupes de personnes vivant avec le VIH. Les personnes vivant avec le VIH nous aident beaucoup, surtout quand ils donnent leur propre témoignage. Ça aide énormément à ce que les personnes qui viennent se faire dépister la première fois restent dans le programme. C'est-à-dire que prennent les résultats et continuent. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le pre- and post-counseling. C'est-à-dire qu'avant de faire le dépistage de quelqu'un, on lui parle, on lui donne des conseils. Et après, juste après le test de dépistage, encore, on lui donne des conseils. C'est pour s'assurer que la personne, avant et après, ait toutes les informations. Et les réseaux des personnes vivant avec le VIH jouent un rôle capital, justement, dans ces approches-là. Alors, pour répondre à la question de Bintou, de la Côte d'Ivoire, bon, ça, on a déjà répondu par rapport aux trans. Je voulais juste ajouter, je sais que Mme Goba a déjà bien répondu, juste dire qu'effectivement, la cause première de l'autostigmatisation, c'est la réponse de la société. Donc, la stigmatisation qui vient à l'externe. C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un ne s'auto-stigmatise, il faut que la personne ait vu quelque chose dans la société. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand quelqu'un n'a pas pris conscience que ce que je suis, ce que je fais est stigmatisé, la personne ne peut pas s'auto-stigmatiser. Donc, ça, c'est pour juste renforcer ce que Mme Goba avait dit. Alors, pour répondre à la question de Koulibaly par rapport à l'application des réformes et par rapport à la place des leaders religieux, il se fait que, vous vous rappelez, j'ai parlé de l'ignorance. Il y a beaucoup de leaders religieux qui sont aussi ignorants. Ils font partie de la société, ce sont des personnes, des citoyens comme nous autres, donc ils peuvent aussi ignorer. Beaucoup de leaders religieux ignorent certaines choses. Quand on leur donne l'information, ça change tout. Et d'ailleurs, il n'y a aucune religion, à ma connaissance en tout cas, vous allez me corriger si je me trompe, qui prône la haine des personnes qui souffrent. Toutes les religions prônent les bras ouverts, l'amour, le pardon et l'accueil de l'étranger et comment dire, le soutien, le soin aux personnes qui sont malades. Donc, un religieux qui réfléchit dans le sens de jeter la pierre aux autres, juger les autres, c'est un religieux quelque part qui n'a pas la bonne information jusqu'à ce que le religieux là comprenne c'est quoi vraiment quand on dit ces populations clés, c'est quoi. Et quand elles comprennent, vous allez voir que nous avons des succès parce que dans certains programmes, nous travaillons avec les religieux. Et quand nous travaillons avec les religieux, c'est à tout niveau. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas avec les religieux seulement, nous ne travaillons pas avec les religieux seulement quand nous avons déjà fait des programmes. Quand nous commençons un programme, nous les associons, nous les impliquons. Ça fait une grande différence de travailler avec eux déjà en amont. Et après, quand on partage les résultats avec eux, ils font partie intégrante de la solution, c'est très important. Et ce que nous faisons, nous travaillons aussi avec les alliés. Parce que vous avez des religieux qui sont un peu à l'extrême, mais vous avez aussi des religieux qui sont un peu plus flexibles. L'identification des alliés, c'est très important. On identifie qui sont un peu flexibles, qui sont, comme on appelle, open-minded, qui peuvent comprendre la thématique. Et ces religieux-là s'avèrent devenir vraiment des alliés de taille. Ils nous aident énormément dans la riposte et ça nous aide beaucoup. Et une chose encore, nous ne devons pas attendre toujours le changement en une nuit, comme on dit. Les changements arrivent, mais par moments, ça prend du temps.
Mais c'est important de commencer quelque part. Donc, identifier les alliés, les former, travailler avec eux, les impliquer dès le commencement de la procédure. Et ça montre des bons résultats. Alors, pour répondre à la question des GIDE, la plus-value mondiale, par rapport à ce qu'on connaissait dans les années passées, zéro stigmatisation, zéro discrimination. Moi, je dirais que c'est une continuité. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Le VIH nous a appris beaucoup de choses. Nous avons fait des slogans zéro discrimination, zéro stigmatisation, mais cette fois-ci, c'est tout un partenariat. Nous avons dit, travaillons ensemble, tous les bailleurs, travaillons ensemble, tous les acteurs, regardons qui fait quoi, mettons-nous ensemble dans une synergie et avançons. Donc, ça, c'est un partenariat. Ça ne fait que continuer justement la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, mais de manière un peu plus ordonnée, en évitant de travailler dans nos points, dans et tout le reste. Alors, pour répondre à la question de Constance, je dirais ceci, nos succès. Le mot-clé, je dirais nos succès. Parce que nous avons atteint beaucoup de niveaux, nous avons mis beaucoup de personnes sous traitement et beaucoup de personnes vivent plus longtemps. Alors, la stigmatisation et la discrimination de manière générale est en train de baisser. Si vous regardez les pays qui ont fait les études de Stigma Index 1 et puis le deuxième là de 2.0, vous allez voir qu'il y a des courbes qui baissent. Donc, en principe, nous sommes dans la bonne direction, mais nous devons renforcer justement ce travail. Et évidemment, il y a encore des poches de résistance, un peu comme Mme Goba a dit en Côte d'Ivoire pour les personnes transgenres. Mais si vous regardez ce nouveau index stigma, de manière générale, la situation a un peu baissé. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à toutes les questions. J'aurais bien voulu parler plus longtemps, mais bon, faute du temps. Merci beaucoup. OK, merci à vous, M. Christian. Vous êtes expert et consultant en droits humains à l'ONU-SIDA. Merci également à Mme Goba Michel, qui est chef de la section des droits humains Alliance Côte d'Ivoire. Le temps n'a jamais été suffisant pour débattre d'importants sujets comme celui que nous avons mis sur la table aujourd'hui. En tout cas, nous, médias, nous nous engageons. Si nous sommes aussi accompagnés, parce que vous avez parlé d'ignorance, c'est vous qui avez le savoir, c'est vous qui avez la matière. Et nous sommes là pour justement divulguer ces éléments-là. C'est pour ça que nous avons demandé l'organisation de ce webinaire. Je voudrais remercier toute l'équipe du bureau régional de l'ONU-SIDA, à commencer par la directrice régionale, Mme Bertil Gaongaire, sans oublier M. Machoud, Mme Meledj Ané. En tout cas, tout le monde s'est mobilisé et pour que ce webinaire ait lieu. Je vais demander donc aux confrères de pouvoir en faire un bon usage. Ils savent de quoi je parle. Nous allons donc mettre fin à ce webinaire. Toutes nos excuses pour le débordement, mais bon, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. Les consultants, les panélistes ont fait leur part. Il s'agit maintenant de faire notre part en tant que journaliste. Juste avant de terminer, je voudrais donner deux petites informations aux membres du REMAPSEN. C'est que nous aurons une réunion des secrétaires généraux des bureaux de coordination le 7 mars à 12 h. Donc, je souhaiterais que vous sensibilisiez vos différents secrétaires généraux parce qu'on a créé des coordinations. Il faut expliquer les différents postes. On a fait la réunion avec les points focaux santé, les points focaux environnement, même les coordonnateurs aussi adjoints. Mais maintenant, il faut aller dans la dimension des SIG et sans oublier aussi les responsables chargés des médias sociaux. Nous aurons une réunion avec eux bientôt. Voilà. Je n'oublie pas aussi de dire que les éléments vidéo et audio du présent webinaire vous seront envoyés demain matin ou plus tard pour que ceux qui font de la radio puissent avoir de la matière à exploiter, ceux qui font de la télé. C'est pour ça que vers la fin, on a demandé finalement à Christian d'ouvrir sa caméra. On a des journalistes télé qui sont là, qui ont besoin d'images. Voilà, donc c'est un peu ça. Tout le monde aura ces choses. Sans oublier les présentations des deux panélistes, parce qu'on m'a envoyé les deux présentations, mais pour des raisons techniques, on n'a pas pu partager pendant le webinaire, mais je vais vous les envoyer pour que vous puissiez vous référer à ces choses. Le prochain webinaire du REMAPSEN, c'est le mercredi 22 mars prochain. Donc, nous parlerons donc le sens de la Journée mondiale de l'environnement avec M. Mohamed Attani, qui est le coordonnateur
au niveau de l'Afrique de tout ce qui concerne donc les problèmes d'environnement au niveau communicationnel. Donc, je vous invite à être nombreux également parce que notre rôle est d'informer. Et l'information, quand elle est donnée, la population s'en approprie. Voilà, merci à tous, merci à tous. Merci et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et M. Christian, Mme Goba, merci surtout à vous pour la qualité de votre intervention. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup.